me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, mais bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait, non, on n'a pas compris. Puis en fait, on se dit peut-être que si, puis en fait, non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Dans une pipe, Berthier, c'est quand même pas grand-chose, merde! Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. Bonjour François Jacquet, merci de ta présence au studio pour cette deuxième partie de l'émission. Tu es enseignant-chercheur en philosophie morale et co-directeur du master éthique de l'Université de Strasbourg. Tes travaux portent principalement sur le spécisme en éthique animale et sur la théorie de l'erreur en métaéthique. Nous avons vu dans la première partie consacrée à l'ontologie du spécisme en quoi il consiste et qu'il existe. Nous allons voir dans cette deuxième partie dédiée à l'éthique du spécisme si celui-ci est moralement acceptable. Alors pour commencer, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'éthique, rappeler en quoi consiste le spécisme pour celles et ceux n'ayant pas écouté la première partie? Oui, alors pour comprendre ce que c'est que l'éthique, le mieux c'est peut-être de partir d'un exemple. Donc supposons que vous demandiez à un ami si la peine de mort est injuste et que votre ami vous réponde que oui, la peine de mort est injuste. Dans ce cas, la conversation que vous avez avec votre ami est une conversation morale. Vous commencez par lui poser une question morale, vous lui demandez si la peine de mort est injuste. Il répond à cette question par un jugement moral, la peine de mort est injuste, et ce jugement est vrai si et seulement si il correspond à un fait moral, le fait que la peine de mort est injuste. Alors on peut définir l'éthique comme l'étude philosophique des questions, des jugements et des faits moraux. Donc en éthique, on cherche à établir des vérités morales, des jugements moraux qui soient conformes aux faits moraux. Quand on fait de l'éthique de la peine de mort, par exemple, on essaye de savoir si la peine de mort est moralement acceptable ou moralement inacceptable. Et donc de la même manière, quand on fait de l'éthique du spécisme, on essaie de savoir si le spécisme est moralement acceptable ou inacceptable, on essaie de savoir si le spécisme est juste ou injuste. Donc comme on a vu que le spécisme consiste en un traitement inégal causé par l'espèce, l'idée ici c'est de se demander s'il est moralement acceptable de traiter certains individus mieux que d'autres, quand cette inégalité de traitement s'explique en partie au moins par l'espèce de ces individus. Donc concrètement, est-ce qu'il est moralement acceptable de traiter les animaux moins bien que les humains, comme nous le faisons quand nous les exploitons pour manger leur chair ou pour réaliser sur eux des expériences qu'on refuse de réaliser sur des êtres humains? C'est ce qu'on essaie de savoir quand on fait de l'éthique du spécisme. D'accord. Et dans ton livre, le pire des mots, tu expliques que cette réflexion s'appuie sur une analogie avec le racisme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment procède cette analogie ? Oui, tout à fait. Donc, comme on l'a vu dans la première partie de l'émission, la principale fonction du concept de spécisme, c'est de nous permettre de tirer des leçons de l'éthique du racisme et de les appliquer ensuite à l'éthique du spécisme. Donc, de nous appuyer sur ce qu'on sait de la moralité du racisme pour réfléchir ensuite à la moralité de la manière dont on traite les animaux. Alors on sait plus ou moins pourquoi le racisme est condamnable et l'idée c'est de se servir de ça pour savoir si le spécisme est lui aussi condamnable. Donc en clair, on va raisonner par analogie. Les arguments contre le spécisme, ils ont toujours la forme suivante. Premièrement, le racisme est injuste parce qu'il possède une certaine caractéristique. Mais deuxièmement, le spécisme possède lui aussi cette caractéristique. Et de là, on peut conclure que le spécisme est lui aussi injuste. Donc pour le dire de façon plus concise, l'idée c'est simplement que le spécisme est injuste parce qu'il possède la caractéristique qui rend le racisme injuste. Et donc à partir de là, tout le travail consiste dans un premier temps à identifier la caractéristique en vertu de laquelle le racisme est injuste, ce qui explique l'immoralité du racisme. Et dans un deuxième temps, on essaie de s'assurer que cette caractéristique est aussi présente dans le spécisme. Certaines personnes rejettent tout raisonnement par analogie entre le spécisme et le racisme. Quelles sont pour toi les trois critiques de l'analogie que tu discutes dans le livre ? Oui, donc en effet, tout le monde n'est pas convaincu par les arguments antispécistes, loin s'en faut. Mais certaines personnes pensent que le raisonnement par analogie, il ne peut pas fonctionner parce qu'il existe des différences importantes entre le spécisme et le racisme. Alors on mentionne souvent trois différences. D'abord,
on remarque parfois que le racisme est basé sur la fausse croyance qu'il existe des races, ce qu'on ne peut pas reprocher au spécisme, puisque les espèces existent. Le spécisme est au contraire basé sur une vraie croyance. Ensuite, on dit parfois que le racisme est basé sur la croyance fausse qu'il y a des inégalités entre les races, par exemple que les blancs sont plus intelligents que les noirs. De nouveau, on ne peut pas reprocher la même chose au spécisme. Les inégalités entre les espèces, elles sont bien réelles. C'est vrai que les humains sont en moyenne plus intelligents que les autres animaux. Donc ici aussi, le spécisme repose plutôt sur une vraie croyance. Et puis enfin, on affirme parfois que les victimes du racisme luttent activement contre lui. Et c'est une troisième différence avec le spécisme, puisque les victimes du spécisme ne sont pas en mesure de lutter contre lui. Les vaches et les poules n'organisent pas de marches pour la fermeture des abattoirs. Ces marches-là sont organisées par des humains. Et qu'est-ce qu'on peut penser de ces objections ? Alors, avant de les évaluer, il faut quand même commencer par une remarque générale. C'est qu'il ne suffit pas d'identifier une différence entre le spécisme et le racisme pour invalider le raisonnement par analogie. Pour invalider ce raisonnement, il faut montrer que le racisme et le spécisme diffèrent eu égard à la caractéristique qui rend injuste le racisme. Autrement dit, il ne suffit pas de montrer que le spécisme ne possède pas une certaine caractéristique que possède le racisme. Non, il faut montrer que le spécisme ne possède pas la caractéristique en vertu de laquelle le racisme est injuste. Et cette précision, elle est cruciale, elle explique en fait pourquoi les trois objections que je viens de décrire échouent. Alors on peut voir ça plus en détail. Donc, si on commence par l'objection selon laquelle le racisme repose sur la croyance fausse qu'il existe des races, tandis que le spécisme repose sur la croyance vraie qu'il existe des espèces, une première manière de contrer cette objection, ça consisterait à contester cette différence. Ça, j'en parle un petit peu dans le livre, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, puisque notre temps est limité. Mais le point que j'aimerais souligner, en revanche, c'est que l'objection échoue même si on admet que le racisme et le spécisme sont différents à cet égard, même si on admet que les races n'existent pas. Le racisme n'est pas injuste parce que les races n'existent pas. Ce n'est pas l'inexistence des races qui explique l'injustice du racisme. Et une bonne raison de penser ça, c'est que le racisme serait immoral même si les races existaient. Par exemple, pour prendre un cas analogue, il existe des races de chiens. Pour autant, c'est injustifié de traiter les bergers allemands beaucoup mieux que les labradors parce qu'ils appartiennent à des races différentes. Donc même si les races existaient au sein de l'espèce humaine, il serait injustifié de traiter les blancs mieux que les noirs. On peut en fait démontrer le même point avec une expérience de pensée, en supposant que demain un philosophe de la race parvienne à démontrer de façon irréfutable, par A plus B, que les races existent. De la même manière qu'il y a des races de chiens et de chats, ce philosophe a démontré qu'il existait des races au sein de l'espèce humaine. Clairement, ça serait une erreur que de conclure de cette découverte qu'il est justifié de traiter les blancs mieux que les noirs. Et donc tout ça indique que l'immoralité du racisme n'a absolument rien à voir avec l'inexistence des races. Peu importe que les races existent ou non, c'est pas ça qui explique l'immoralité du racisme. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut penser de la 12e objection ? Alors, de nouveau, ici on peut concéder, je pense, qu'il y a une différence à cet égard entre le racisme et le spécisme. Le racisme semble reposer sur la croyance fausse qu'il y a des inégalités entre les races, alors que la croyance selon laquelle il y a des inégalités entre les espèces est une croyance vraie. Mais cette deuxième objection, elle échoue même si on admet que cette différence existe, même si on admet qu'il n'y a pas d'inégalité entre les races. Il semble que le racisme ne soit pas injuste parce qu'il n'y a pas d'inégalité entre les races. Ce n'est pas le fait que les noirs et les blancs sont égaux qui explique l'injustice du racisme. Et une bonne raison de penser ça, c'est que le racisme serait intuitivement immoral même s'il y avait des inégalités entre les races. Donc de nouveau, on peut illustrer ça avec une expérience de pensée. Donc imaginons maintenant un monde un peu différent du monde dans lequel on vit. Un monde dans lequel le consensus scientifique est que les Asiatiques sont en moyenne plus intelligents que les Noirs et que cette différence s'explique principalement par la génétique. Intuitivement, il paraît évident que dans ce monde différent du monde actuel, il serait néanmoins injuste de traiter les Asiatiques mieux que les Noirs. À plus forte raison, ça serait injuste de traiter les Asiatiques mieux que les Noirs sur la base de leur race. Donc en clair, si vous partagez cette intuition, la conclusion, c'est que le racisme serait immoral, même s'il y avait des inégalités entre les races. Et ça suffit à montrer que le racisme n'est pas immoral parce que les races sont égales.
Et il nous reste la troisième objection, selon laquelle les victimes du racisme luttent contre lui, tandis que les victimes du spécisme en sont incapables. Oui, alors de nouveau, on peut concéder que cette différence est bien réelle, mais rétorquer qu'elle n'est pas moralement pertinente, c'est pas ça qui explique l'immoralité du racisme. Le racisme n'est pas injuste parce que ses victimes sont en mesure de lutter contre lui. C'est pas que le fait que les Noirs peuvent se rebeller contre le racisme qui explique l'injustice du racisme. Et en clair, le racisme serait immoral même si les Noirs étaient impuissants contre lui. On peut même penser qu'il serait encore plus immoral dans ce cas-là, si on pense qu'il est particulièrement injuste de s'en prendre à des individus vulnérables. Donc, ce simple constat suffit à montrer que le racisme n'est pas immoral parce que ses victimes peuvent lutter contre lui et qu'elles, de fait, elles luttent contre lui. Donc, en somme, comme je le disais, ces trois objections, elles échouent vraiment pour la même raison. Chacune identifie une différence entre le racisme et le spécisme, une caractéristique qui est présente dans le racisme mais absente dans le spécisme. Mais c'est insuffisant pour réfuter le raisonnement par analogie, parce qu'il faudrait encore que la caractéristique en question explique l'injustice du racisme. Et comme on vient de le voir, c'est le cas d'aucune des trois caractéristiques qui sont invoquées par les critiques de l'analogie. On comprend que ces trois défenses du spécisme ne parviennent pas à invalider l'analogie. Passons maintenant aux utilisations positives de cette analogie. Quelle est la caractéristique du racisme qu'ils invoquent pour condamner le spécisme ? Alors, tous les antispécistes ne sont pas d'accord à ce sujet, mais pour des raisons historiques, la caractéristique qui est le plus souvent retenue, c'est le fait que le racisme viole le principe d'égale considération des intérêts. Et si je dis pour des raisons historiques, parce que c'est l'argument contre le spécisme qu'on trouve sous la plume de Peter Singer dans son livre « La libération animale », qui a été publié en 1975, et c'est vraiment le livre qui a lancé le débat sur la moralité du spécisme. Et donc dans ce livre, Singer recourt au raisonnement par analogie. Il explique d'abord que le racisme est immoral parce qu'il enfreint le principe d'égale considération. Ensuite, il montre que le spécisme enfreint lui aussi ce principe, et de là il conclut que le spécisme est aussi injuste. Alors en quoi exactement consiste ce principe d'égale considération ? D'après ce principe, il faut accorder aux intérêts égaux de tous les individus une considération égale. Donc souvenez-vous, on a déjà eu affaire à la notion d'intérêt, au sens qui est pertinent pour cette discussion. Une chose est dans l'intérêt d'un individu, si et seulement si cette chose est bonne pour cet individu. Puis inversement, une chose est contraire à l'intérêt d'un individu dès lors que cette chose est mauvaise pour cet individu. Alors par exemple, c'est bon pour moi d'être en liberté, c'est dans mon intérêt d'être en liberté. Puis inversement, puisqu'il est mauvais pour moi de fumer du crack, c'est contraire à mon intérêt que de fumer du crack. Maintenant, supposons qu'il est également bon pour moi et pour Raymond d'être en liberté. Dans ce cas, Raymond et moi, on a un intérêt égal à être en liberté. C'est ça qu'on appelle un intérêt égal. Et donc, selon le principe d'égale considération des intérêts, puisque nos intérêts sont égaux, il serait injuste d'accorder plus de poids à mon intérêt d'être en liberté qu'à l'intérêt de Raymond, ou vice-versa. Alors l'idée de Singer, c'est que le racisme est immoral précisément parce qu'il viole ce principe. Typiquement, les racistes accordent plus d'importance aux intérêts des membres de leur propre race qu'aux intérêts égaux des membres des autres races. Par exemple, les Blancs et les Noirs ont un intérêt égal à être en liberté, mais en cas de conflit, un raciste blanc accordera plus d'importance à l'intérêt à la liberté d'un blanc qu'à l'intérêt à la liberté d'un noir. Et selon Singer, c'est ça qui rend le racisme immoral. Et donc, Singer pense aussi que le spécisme viole le principe d'égale considération. Exactement. Les spécistes accordent plus d'importance aux intérêts des membres de leur espèce qu'aux intérêts égaux des membres des autres espèces. Par exemple, les humains et les autres animaux ont un intérêt égal à ne pas souffrir. Mais en cas de conflit, un spéciste va accorder plus d'importance à l'intérêt à ne pas souffrir d'un humain qu'à l'intérêt à ne pas souffrir d'une vache ou d'une poule. Donc en résumé, l'argument de Singer est très simple. Son idée, c'est que premièrement, le racisme est injuste parce qu'il viole le principe d'égale considération. Deuxièmement, le spécisme viole lui aussi le principe d'égale considération. Conclusion, le spécisme est lui aussi injuste. Et par contre, dans ton livre, tu rejettes l'argument de Singer. Plus précisément, tu représentes 3 contre-exemples au principe d'égale considération qui est au cœur de cet argument. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, avec plaisir. Alors, jusqu'à un certain point, je suis d'accord avec Singer. Je pense qu'il a raison quand il affirme que les racistes violent le principe d'égale considération des intérêts. Mais je ne suis pas sûr que le racisme soit injuste parce qu'il enfreint ce principe. Et la raison pour laquelle je ne suis pas sûr de ça, c'est que je ne suis pas sûr que le principe d'égale considération soit vrai. Et évidemment, le racisme ne peut pas être injuste parce qu'il enfreint un principe faux. Donc tout dépend au fond de la vérité du principe d'égale considération. Le problème de ce principe, c'est qu'il rencontre quelques contre-exemples, comme tu l'as dit. Il y a des expériences de pensée pour lesquelles le principe a des implications très bizarres, très contre-intuitives. Première expérience de pensée, supposez que Vladimir Poutine et Greta Thunberg ont tous deux une indigestion et j'ai en ma possession un antidouleur. Intuitivement, je devrais donner l'antidouleur à Greta. C'est assez clair que les intérêts de Greta méritent plus de considération que les intérêts égaux de Vladimir. Et plus généralement, il semble que les intérêts des bonnes personnes importent plus que les intérêts égaux des mauvaises personnes. Mais tout ça, c'est incompatible avec le principe d'égale considération. Le principe, il implique que je devrais tirer à pile ou face dans ce cas-là. Et quel est le deuxième contre-exemple ? Deuxième contre-exemple, alors supposez que vous disposiez d'une certaine quantité de bien-être à offrir à quelqu'un, et vous pouvez l'offrir soit à l'individu le plus heureux sur Terre, soit à l'individu le plus malheureux sur Terre. Intuitivement, vous devriez attribuer ce bien-être à la personne la plus malheureuse. Alors, il vaut mieux réduire l'écart de bien-être entre ces deux individus plutôt que de creuser cet écart encore davantage. Et plus généralement, on a l'impression que les intérêts des personnes malheureuses importent plus que les intérêts égaux des personnes heureuses. Mais une fois encore, ce jugement il est incompatible avec le principe d'égale considération, puisque les deux individus, le malheureux et l'heureux, ils ont un intérêt égal à recevoir cette quantité supplémentaire de bien-être. Le principe implique que vous devriez tirer à pile ou face. Et ça, c'est très contre-intuitif. Et il nous reste un troisième et dernier contre-exemple concernant les devoirs spéciaux que nous avons envers nos proches. Exactement. Alors cette fois-ci, supposez que votre meilleur ami et quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout sont coincés dans un immeuble en feu et vous pouvez sauver qu'une de ces deux personnes. Intuitivement, vous devriez sauver votre ami, et puis plus généralement, il semble qu'on devrait accorder plus d'importance aux intérêts de nos proches qu'aux intérêts des gens que nous ne connaissons pas. On a des devoirs spéciaux envers nos proches, mais ces devoirs spéciaux, ils sont incompatibles avec le principe d'égale considération des intérêts. Encore une fois, puisque dans cette expérience de pensée, les deux individus ont un intérêt égal à échapper à l'incendie, le principe implique que vous devriez tirer à pile ou face. Et ça, c'est très contre-intuitif. Alors, pour être parfaitement transparent, les contre-exemples de ce genre ne me convainquent pas entièrement, mais je pense qu'ils fournissent à minima des raisons de douter du principe d'égale considération, et dans ces conditions, je pense que ce serait une erreur de s'appuyer sur ce principe pour expliquer l'immoralité du racisme. Il vaut mieux trouver un autre principe, un principe plus consensuel, et donc une autre explication. Si l'argument de Peter Singer n'est pas bon, est-ce que ça veut dire que le spécisme est en fait justifié ? Est-ce qu'il y a un meilleur argument contre le spécisme que celui de Singer ? Oui, je pense qu'il y a un meilleur argument. Si on réfléchit un petit peu aux trois contre-exemples au principe d'égale considération que je viens de proposer, le problème de ce principe, c'est qu'il accorde aucune importance à des différences qui pourtant nous semblent être super importantes. La différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, c'est une différence qui semble justifier qu'on accorde une plus grande considération aux intérêts des bonnes personnes. De la même manière, la différence entre les gens heureux et les gens malheureux, c'est une différence qui semble justifier qu'on accorde un traitement préférentiel aux gens malheureux. Et puis, de la même manière, la différence entre nos proches et les inconnus semble justifier qu'on privilégie nos proches, dans une certaine mesure au moins. Donc ces différences, elles ont l'air d'être moralement pertinentes, mais le principe d'égale considération fait comme si elles n'avaient aucune importance, et on peut penser que c'est ça le problème. Alors on peut s'appuyer maintenant sur ce constat pour identifier un autre principe, qu'on pourra ensuite utiliser pour critiquer le spécisme. Le principe en question, c'est celui que j'appelle le principe d'égal traitement. Et c'est le principe qui nous demande de traiter les individus également, à moins qu'il existe entre eux une différence moralement pertinente. Donc en clair, vous avez devant vous deux individus et vous voulez en traiter un mieux que l'autre. Dans ce cas-là, il vous faut pouvoir identifier une différence entre ces deux individus. Et non seulement ça, mais il faut en plus que cette différence soit moralement pertinente, qu'elle soit moralement significative, qu'elle soit de nature à justifier cette inégalité de traitement.
Alors en soi, ce principe, il est très plausible, et puis il a en plus l'avantage de ne pas se heurter au contre-exemple que rencontre le principe d'égale considération. Dans le premier scénario, je devrais éviter une indigestion à Greta Thunberg plutôt qu'à Vladimir Poutine, c'est notre intuition. Pourquoi ? Parce qu'il y a entre eux une différence moralement pertinente. Le fait que Greta est une bonne personne, tandis que Vladimir est une mauvaise personne, ça justifie que je traite Greta mieux que Vladimir. Mais du coup, le principe d'égal traitement, il m'impose de donner l'antidouleur à Greta. Il implique que je devrais donner l'antidouleur à Greta, et ça, c'est conforme à notre intuition. Ensuite, dans la deuxième expérience de pensée, vous devriez donner les unités de bien-être à la personne la plus malheureuse plutôt qu'à la personne la plus heureuse, parce qu'il y a entre elles une différence moralement pertinente. Dans ce cas-là, le fait que l'une est plus malheureuse que l'autre, ce fait-là justifie que vous lui accordiez un traitement préférentiel. Et ça, c'est notre intuition. Mais du coup, le principe d'égal traitement implique exactement ça. Et il implique qu'il faut donner les unités de bien-être à la personne malheureuse conformément à notre intuition. Donc de nouveau, tout va bien. Et puis dans le troisième scénario, si vous deviez sauver votre ami plutôt que l'inconnu, c'est parce qu'il y a entre eux une différence moralement pertinente. Donc le fait que votre ami est votre ami, que vous entreteniez cette relation avec lui, c'est ça qui justifie que vous le privilégiez. Mais du coup, le principe d'égal traitement implique exactement ça. Vous devriez privilégier votre ami. Et donc, de nouveau, c'est conforme à notre intuition et tout va bien. Donc, dans les 3 expériences de pensée, le principe d'égal traitement délivre exactement le résultat qui nous semble correct. Et donc, ce principe, dans cette mesure, est plus plausible que le principe d'égale considération des intérêts. Et donc, tu penses que le principe d'égal traitement explique bien l'immoralité du racisme ? Précisément. Je pense que c'est très plausible de dire que le racisme est injuste parce qu'il enfreint le principe d'égal traitement. De fait, les racistes traitent certains individus mieux que d'autres, par exemple les blancs mieux que les noirs, et il n'y a pas de différence entre ces individus qui justifient cette inégalité de traitement. Il n'y a pas de différence pertinente. Et très probablement, c'est ça qui rend le racisme immoral. Alors maintenant, pour compléter le raisonnement par analogie, il faut ajouter un dernier point, c'est que le spécisme, lui aussi, il enfreint le principe d'égal traitement. L'idée ici, c'est que de la même manière qu'il n'y a pas de différence moralement pertinente entre les blancs et les noirs, il n'y a pas non plus de différence moralement pertinente entre les humains et les autres animaux. Pas de différence qui pourrait justifier un traitement inégal. Donc en résumé, l'argument est tout simple, c'est le suivant. Le racisme est injuste parce qu'il viole le principe d'égal traitement, mais le spécisme viole lui aussi le principe d'égal traitement, et de là on peut conclure que le spécisme est lui aussi injuste. Et tu affirmes qu'il n'y a pas de différence pertinente entre les humains et les autres animaux. Cette affirmation paraît bizarre, on pourrait croire au contraire qu'il y a plein de différences pertinentes. Pourquoi penses-tu cela ? Alors c'est vrai que les gens trouvent souvent cette affirmation bizarre, et puis il faut bien concéder qu'il y a beaucoup de différences entre la plupart des humains et la plupart des animaux, notamment en termes de capacité mentale. Les humains sont en moyenne plus rationnels, autonomes, conscients d'eux-mêmes que les autres animaux, donc jusqu'ici je suis d'accord. Mais l'important c'est que ces différences ne permettent pas de distinguer tous les humains de tous les animaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des exceptions. Certains humains ne possèdent pas ces caractéristiques. Les humains non paradigmatiques, dont on a déjà parlé dans la première partie de l'émission, ils ne sont pas non plus rationnels, autonomes, conscients d'eux-mêmes, etc. Donc en vérité, la seule différence entre tous les humains d'un côté et tous les autres animaux de l'autre, c'est l'espèce. Les humains appartiennent à l'espèce humaine, contrairement aux autres animaux. Le problème maintenant, c'est que l'espèce est une différence purement biologique. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que certaines différences concernent la vie mentale des individus, par exemple la rationalité, l'autonomie ou la conscience de soi. Être rationnel, être autonome, ça suppose d'avoir certaines capacités psychologiques. On a d'autres différences qui sont de nature sociale, qui concernent la vie sociale des individus, par exemple leurs relations d'amitié ou leurs relations professionnelles. Mais d'autres différences ne concernent que l'organisme des individus. Par exemple, notre sexe ou la couleur de notre peau, ça, ce sont des caractéristiques de nos organismes plutôt que des propriétés de notre vie mentale ou de notre vie sociale. En soi, ces caractéristiques ne disent rien de notre vie mentale ou sociale. Et donc, c'est en ce sens qu'elles sont non seulement biologiques, mais purement biologiques. Et à cet égard, l'espèce est vraiment comme le sexe et la couleur de la peau. C'est une caractéristique purement biologique
qui concerne notre organisme et qui en soi ne dit rien d'autre chose que notre organisme. Et ça, c'est un problème, parce que les différences purement biologiques ne sont pas moralement pertinentes. On le voit clairement avec l'exemple du sexe et de la couleur de la peau. Le fait que ma peau est claire plutôt que foncée, ça ne pourrait pas justifier qu'on me traite mieux que quelqu'un dont la peau est foncée. Le fait que je suis de sexe masculin, ça non plus, ça ne pourrait pas justifier qu'on me traite mieux que quelqu'un qui est de sexe féminin. Maintenant, notez que les différences moralement pertinentes qu'on avait utilisées tout à l'heure pour critiquer le principe d'égale considération, ces différences-là, elles ne sont pas purement biologiques. La différence entre les bonnes et les mauvaises personnes, ça c'est une différence morale, ce n'est pas une différence biologique. Même chose pour la différence entre les personnes heureuses et les personnes malheureuses. Ça c'est une différence psychologique, ou c'est une différence prudentielle plutôt qu'une différence biologique. Et puis enfin, même chose pour la différence entre nos proches et les gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une différence sociale, ce n'est pas une différence biologique. Donc les différences morales, les différences psychologiques, les différences sociales, parfois elles sont moralement pertinentes. En revanche, les différences purement biologiques qui ne concernent que nos organismes, ces différences-là, elles ne permettent jamais de justifier un traitement inégal. Elles permettent pas de justifier le racisme ou le sexisme, elles permettent pas non plus de justifier le spécisme. Très bien François, pour tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais résumer pour que ce soit plus clair pour tout le monde ? Oui, alors en clair, l'argument est le suivant. Premièrement, l'espèce est la seule différence entre tous les humains et tous les autres animaux. Deuxièmement, l'espèce est une différence purement biologique. Troisièmement, les différences purement biologiques sont dénuées de pertinence morale. Et si on met ensemble toutes ces prémices, on obtient la conclusion qu'il n'y a pas de différence moralement pertinente entre tous les humains et tous les animaux. Et ça revient à dire que le spécisme viole le principe d'égal traitement. Très bien. Tu dis que les propriétés purement biologiques ne sont pas moralement pertinentes, mais on pourrait penser qu'il y a des contre-exemples. Dans ton livre, tu parles de relations qui semblent être à la fois biologiques et moralement pertinentes. Les relations de parenté. On peut modifier un peu l'expérience de pensée de l'immeuble en feu, par exemple. Supposons que je ne puisse sauver que ma fille ou un inconnu. Intuitivement, je devrais sauver ma fille. Pourtant, ma fille est ma fille, en vertu des liens de sang que nous entretenons. Notre relation est biologique au sens pertinent. Est-ce qu'on n'a pas là un contre-exemple à l'idée que les différences biologiques n'importent pas du point de vue moral ? Alors en effet, à première vue, avec les relations de parenté, il semble qu'on ait affaire à quelque chose qui est à la fois biologique et moralement pertinent. Mais en fait, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, parce qu'on peut distinguer deux relations de parenté, une relation sociale et une relation biologique. Alors la plupart du temps, les enfants, ils entretiennent à la fois une relation biologique et une relation sociale avec leurs parents. Je sais que c'est le cas de toi et ta fille. En plus du lien de sang, vous êtes liés par une forte relation sociale. Mais il y a des exceptions qui peuvent être de deux types. D'un côté, un enfant abandonné, il n'entretient pas la relation sociale de parenté avec ses géniteurs. Et puis inversement, un enfant adopté, lui, il n'entretient pas la relation biologique de parenté avec ses parents adoptifs. Maintenant, la relation qui semble être moralement pertinente, c'est plutôt la relation sociale. Ce n'est pas tant la relation biologique. En clair, la relation sociale de parenté, elle a l'air d'être moralement importante, mais elle n'est pas purement biologique. Puis inversement, la relation biologique de parenté, elle est purement biologique, mais elle ne semble pas être moralement pertinente. Ce que je viens d'affirmer, c'est peut-être un peu moins évident, mais on peut le voir, je pense, en faisant de nouveau une expérience de pensée. Donc supposez que vous avez deux enfants, un enfant biologique et un enfant adopté. Intuitivement, ça serait parfaitement immoral de traiter votre enfant biologique mieux que votre enfant adopté. Et ça suggère que la relation biologique ne fonde pas de devoirs spéciaux. C'est la relation sociale qui fait tout le travail d'expliquer nos devoirs spéciaux. Donc pour résumer, ni la relation sociale ni la relation biologique n'est à la fois purement biologique et moralement pertinente. Et donc on n'a pas de contre-exemple à la thèse selon laquelle les propriétés purement biologiques sont sans importance du point de vue moral. Alors, puisque la seule différence entre les humains et les autres animaux, c'est une différence purement biologique, il s'ensuit de cette affirmation qu'il n'y a pas de différence moralement pertinente entre les humains et les autres animaux. Ton argument implique que l'intuition spéciste est fausse. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on a cette intuition ? Comment on peut expliquer cette intuition si elle est fausse ?
Ouais, c'est une bonne question parce qu'en philosophie, on a plutôt tendance à prendre au sérieux les intuitions. Et remarquez que c'est ce qu'on a fait jusqu'ici dans cette émission. On a effectué plusieurs expériences de pensée. Sur la base de ces expériences de pensée, on a formé des intuitions. Et puis ensuite, on a appréhendé ces intuitions comme des raisons de rejeter certaines thèses. Notamment, on a rejeté certaines définitions du racisme. On a rejeté certains principes moraux, comme le principe d'égale considération, au motif que ces définitions et ces principes avaient des implications contre-intuitives. Maintenant, il faut bien reconnaître que l'idée selon laquelle le spécisme est injuste, cette idée aussi, elle est assez contre-intuitive. La plupart des gens ont l'intuition que les humains importent plus que les autres animaux, et donc il est parfaitement justifié de les traiter mieux que les autres animaux. Alors, si on veut dire que cette intuition est fausse, il faudrait au moins expliquer pourquoi on a cette intuition en dépit du fait qu'elle soit fausse. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire dans le dernier chapitre du livre. De façon générale, je pense qu'en philosophie, on peut se fier aux intuitions jusqu'à preuve qu'une intuition donnée n'est pas fiable. Et en l'occurrence, je pense que les intuitions spécistes ne sont pas fiables. Elles ne sont pas fiables parce qu'elles résultent de processus qui n'ont rien à voir avec le prétendu fait que les humains importent plus que les autres animaux. Donc supposons, pour prendre un exemple parlant, que vous découvriez que vous avez l'intuition que les humains importent plus que les autres animaux. Pourquoi ? Parce que vous avez pris de la drogue. Peut-être que votre intuition est vraie, peut-être qu'elle est fausse. En tout cas, vous n'avez pas cette intuition parce qu'elle est vraie. Vous avez cette intuition parce que vous avez pris de la drogue. Alors, si votre intuition est vraie, elle est vraie de façon purement accidentelle. Je pense que dans ces conditions, tout le monde sera d'accord pour dire que votre intuition n'est pas fiable. Ça serait irrationnel de continuer de se fier à cette intuition. Ça serait injustifié de continuer de se fier à cette intuition. Alors, je pense qu'on peut tirer une leçon plus générale de cette expérience de pensée. Si une intuition est due à une mauvaise influence, à un facteur perturbateur, un facteur qui n'a rien à voir avec la vérité de l'intuition en question, alors cette intuition n'est pas digne de confiance. Ce serait une erreur que de prendre cette intuition au sérieux. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe avec l'intuition spéciste selon laquelle les humains importent plus que les autres animaux. Cette intuition, évidemment, elle n'est pas due à la drogue, en tout cas pas dans la plupart des cas, mais elle est quand même due à deux facteurs qui n'ont rien à voir avec sa vérité. D'accord. Quelles sont ces deux influences sur nos intuitions spécistes ? Alors, je pense que, d'une part, cette intuition est largement influencée par ce qu'on appelle la dissonance cognitive que les gens ressentent à cause de ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Donc, en clair, la plupart des gens aiment les animaux, ils ne veulent pas faire de mal aux animaux, mais ils savent aussi qu'ils leur font du mal en consommant des produits d'origine animale. Et ce paradoxe plonge les gens dans un état de dissonance cognitive, qui est un état psychologiquement inconfortable, auquel on essaye d'échapper. Et pour échapper à cet état, les gens se mettent à avoir des croyances et des intuitions assez bizarres. Par exemple, les gens se mettent à sous-estimer les capacités mentales des animaux, à croire que les animaux sont incapables de souffrir. Ils se mettent aussi à croire que manger de la viande est nécessaire pour la santé humaine. Et tout ça est assez bien documenté par des études en psychologie sociale. Ce sont des effets de la dissonance cognitive. Alors, comme j'ai pu le démontrer dans 3 expériences inédites que j'ai conduites avec mon ami Florian Kova, les gens développent aussi des intuitions spécistes en réponse à la dissonance cognitive. Pour résoudre le paradoxe de la viande, puis pour échapper à leur dissonance cognitive, les gens se mettent à croire que les animaux importent moins que les humains du point de vue moral. Et ça, c'est une première influence sur notre intuition. L'autre influence, c'est ce qu'on appelle le tribalisme, c'est-à-dire notre tendance à privilégier les membres des groupes auxquels on appartient. Le tribalisme, il explique bien qu'on croit parfois que les membres de notre race, de notre nation, de notre religion importent plus que les autres. Et il explique aussi très bien qu'on ait l'intuition que les membres de notre propre espèce importent plus que les autres. Maintenant, le problème, c'est que ces deux influences sur nos intuitions sont des facteurs perturbateurs plutôt qu'autre chose. Croire que les humains importent plus que les animaux parce qu'on fait l'expérience de la dissonance cognitive ou parce qu'on est disposé à privilégier les membres des groupes auxquels on appartient, c'est vraiment un peu comme croire que les humains importent plus que les autres animaux parce qu'on a mangé des champignons hallucinogènes. Donc en clair, il faut de toute façon se méfier de l'intuition selon laquelle le spécisme est moralement justifié, mais du coup, il ne faut pas s'étonner que cette intuition se révèle fausse au terme d'un examen rigoureux des arguments qui militent contre le spécisme. Après tout, on ne s'étonne pas quand on prend conscience que des champignons hallucinogènes nous ont fait halluciner.
D'accord, merci. Et autre chose, tu n'en parles pas dans ton livre, mais les antispécistes débattent souvent sur les devoirs positifs envers les animaux sauvages. Quelle est ta position à ce sujet ? Alors c'est vrai que quand on aborde la question du spécisme, on a plutôt tendance à penser au mal que les humains font activement aux animaux. L'idée, c'est qu'on ne devrait pas activement traiter les animaux moins bien que les humains. D'où un focus très très courant sur les devoirs négatifs envers les animaux, c'est-à-dire nos devoirs de ne pas les traiter de certaines manières, de ne pas les tuer, de ne pas les faire souffrir. Et à cet égard, mon livre ne fait pas exception à la règle, je parle essentiellement des devoirs négatifs. Mais quand on pense à ce qu'on doit aux humains, c'est assez clair que nos devoirs ne se limitent pas à des devoirs négatifs. Évidemment, on ne doit pas tuer, on ne doit pas maltraiter ses congénères, mais on a aussi des devoirs positifs envers les autres humains, des devoirs de faire certaines choses. Par exemple, on a des devoirs d'assistance. Pour voir ça, on peut faire de nouveau une expérience de pensée qui est assez connue. Supposez que vous vous promenez à la campagne et vous apercevez un enfant qui est en train de se noyer dans un étang peu profond. L'enfant crie, l'enfant se débat, mais il ne parvient pas à s'extraire de l'étang. Et vous pourriez facilement sauver cet enfant. Intuitivement, dans ce cas-là, vous avez le devoir de sauver l'enfant. Ce serait immoral de passer votre chemin. Et ça, c'est un devoir positif, c'est un devoir d'assistance. Ok. Supposez maintenant que le lendemain, vous êtes de nouveau en train de vous promener à la campagne et vous apercevez cette fois-ci un oiseau. C'est peut-être un enfant oiseau. En tout cas, c'est un oiseau qui est en train de se noyer dans un étang peu profond. Et comme l'enfant, l'oiseau crie, il se débat, mais il ne parvient pas à s'extraire de l'étang. Et donc, vous pourriez le sauver assez facilement. Puisqu'on a admis que le spécisme était injuste, il serait immoral de sauver l'enfant le premier jour, mais de laisser l'oiseau se noyer le deuxième jour. Si on a des devoirs positifs envers les humains, on a aussi des devoirs positifs envers les animaux. Et plus précisément, si on a un devoir d'assistance envers les humains qui souffrent, on a aussi un devoir d'assistance envers les animaux qui souffrent. Le problème, c'est que les animaux, ils souffrent énormément dans la nature. Beaucoup d'animaux sont victimes de la prédation, du parasitisme, de la faim, de la soif, des maladies, des conditions météorologiques, et j'en passe. Et pour l'une ou l'autre de ces raisons, l'immense majorité des animaux sauvages, ils meurent avant même d'avoir atteint l'âge de se reproduire. Alors toute cette souffrance, elle nous donne des raisons d'intervenir dans le monde sauvage, elle nous donne des raisons de venir en aide aux animaux pour leur bien. Alors ça, c'est un sujet où il y a bien sûr des raisons qui sont souvent mobilisées pour ne pas intervenir. Quelles sont lesquelles les plus pertinentes ? Ouais, c'est sûr que dire qu'on a une raison d'intervenir, ça n'implique pas qu'on n'a pas de raison de ne pas intervenir. Et souvent, les gens mentionnent plusieurs raisons de ne pas intervenir. Par exemple, Peter Singer soutient que si on intervient, on risque de faire plus de mal que de bien en modifiant les écosystèmes dans le but de minimiser la souffrance animale. On ne maîtrise pas bien les effets des interventions à grande échelle. Et ça, c'est sûr que c'est une raison de ne pas intervenir. Après, vous avez d'autres auteurs comme Sue Donaldson et Will Kymlicka qui soutiennent qu'on devrait s'abstenir d'intervenir, cette fois-ci au nom du respect de la souveraineté des communautés d'animaux sauvages. Et puis enfin, vous avez d'autres auteurs, surtout en éthique environnementale, qui pensent que l'équilibre des écosystèmes a une valeur intrinsèque, l'équilibre des écosystèmes est bon en soi, et que donc ce serait en soi une mauvaise chose que d'aller perturber cet équilibre. Mais il me semble que même si on concède que ces considérations nous fournissent des raisons de ne pas intervenir, c'est pas clair du tout que ces raisons l'emportent sur nos raisons de venir en aide aux animaux. Personnellement, il me semble que ces raisons de ne pas intervenir, elles seraient nettement moins impressionnantes si les milliers de milliards d'individus qui souffrent n'étaient pas des animaux mais des humains. Il me semble qu'il y a comme une forme de spécisme à faire comme si ces raisons de ne rien faire, de ne pas intervenir, étaient décisives dès lors que ceux qui souffrent sont des animaux. Merci François. Pour conclure, nous allons revenir à l'expérience de pensée du début. Tu as écrit « À l'insu du plus grand nombre, de puissants racistes infligent depuis des décennies à des êtres humains à la peau verte le genre de traitement que subissent les animaux dans les fermes et les abattoirs, au seul motif de leur plaisir gustatif. Les hommes verts sont aussi nombreux que les animaux terrestres exploités pour leur chair et leur vie n'est pas moins misérable. Tout bien considéré, il est tout sauf évident que les traitements que subissent les humains de notre expérience de pensée soient plus immoraux que ceux que nous infligeons aux animaux dans le monde réel.
En somme, le spécisme est moralement équivalent à une forme de racisme qui constituerait le pire des maux si elle existait. Il est le pire des maux. Merci François pour cet entretien approfondi sur l'ontologie et l'éthique du spécisme. Merci à vous. Merci François. Concat est une émission soutenue par la région Occitanie et vous est proposée en replay sur www.campusfm.net. Les épisodes seront aussi disponibles sur Spotify et Deezer ainsi que sur YouTube et Peertube. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Nous avons aussi un compte Instagram, une page Facebook et un compte sur X. À bientôt dans Concat.